On va commencer avec notre invité d'honneur. Ces derniers temps, vous avez remarqué, on a beaucoup parlé de la télévision numérique terrestre, celle qui a bouleversé la numérotation des chaînes et le PAF. Et chez DPA, à la TNT, on préfère le NDT. Il faut dire que depuis plus de 30 ans, NDT a marqué le territoire des médias français et européens. D'abord avec cette petite chaîne, cette grande idée, j'allais dire cette méga réussite, référence aussi bien en termes de créativité, d'audience que de rentabilité. Malin, ingénieux, visionnaire, fidèle. Merci Nicolas de ta fidélité pour ma petite personne. Ou volontaire ou fonceur, c'est comme vous voulez. C'est tout sauf un turiféraire, homme de caractère et de conviction. Il est monté à bord du vaisseau amiral CMA-CGM où il navigue avec dextérité entre conteneur et contenu. Et comme la petite lucarne peut en cacher une autre, il va droit au but en arborant le maillot de la Ligue de football. Je vous demande d'accueillir donc NDT, Nicolas de Taverneau, dossard numéro 6 Forever. Nicolas. Nicolas de Taverneau, mesdames, messieurs, viens t'installer à côté de moi, cher Nicolas. Merci encore de nous faire l'amitié et l'honneur d'être avec nous ce matin. Avec un emploi du temps très chargé, tu as souhaité être avec nous et je suis très touché. On peut rien te refuser d'abord, hein. C'est difficile de lui dire non. Donc, je suis très heureux d'être parmi vous pendant quelques moments pour vous expliquer ce que vous ne connaissez pas encore sur le foot et sur la télé, et sur les médias et sur les territoires. Je salue Jean Lassalle, qui a eu beaucoup de gentillesse pour nous parce qu'il a participé à une émission dont le titre n'était pas très facile parce que ça s'appelait Les Traîtres. Bon, et il a été il a porté cette émission qui était un énorme succès. C'était quoi, il y a 2 ans, Jean? Voilà. Merci d'avoir cette participation. Et le public a vraiment encouragé Jean dans cette émission. Vous pouvez revenir quand vous voulez. Hein. On changera le titre. Nicolas, merci d'être là, d'être présent avec nous, de partager tes convictions, ta passion, tes passions. Je voudrais, si tu veux bien, qu'on regarde tous ensemble une photo qu'on va afficher tout de suite. Ça raconte-nous, on te reconnaît. Dis-nous qui sont sur la photo à tes côtés. Je peux faire une remarque d'abord sur la photo de la Lune qui a été projetée tout à l'heure. Je me souviens que, je pense que ça devait être en 69, et mon père m'avait fait une remarque qui m'a beaucoup frappé. Il a reproché beaucoup aux Américains de ne pas avoir mis le drapeau de l'ONU sur la Lune. Et j'avais été frappé par ça, puisque vous parlez de territoire, cette appropriation par le territoire américain, même si c'était eux qui avaient fait le combat. Et c'est une réflexion que j'ai gardée en mémoire. Et donc cette photo me l'a fait rappeler. Je l'avais trouvée assez judicieuse. Voilà. On aurait pu mettre les deux drapeaux. Et celle-là alors? Alors ça, c'est en mars, le 1er mars 1987, date à laquelle, avec Jean Drucker, avec mon complice Thomas Valentin, nous avons créé cette chaîne M6. On était 50 là, au démarrage, c'est dans les locaux de RTL, puisque nous avons démarré la chaîne avec RTL. Et pendant 5 années de suite, nous avons perdu 1 million de francs par jour. Voilà. Vous dormez assez mal, même si c'est pas totalement votre argent, quand même vous êtes bon. Et puisqu'on parle beaucoup de formation, de direction, ce qui nous a permis notamment la réussite de ce projet, c'est que tous les dimanches soirs, l'un des propriétaires, qui était mon patron à l'époque, qui était un homme assez remarquable, qui présidait la Lyonnaise des Eaux, qui était l'actionnaire de référence, qui s'appelait Jérôme Monod, certains ont peut-être connu, il m'appelait tous les dimanches soirs, je lui faisais un petit reporting écrit, parce qu'un actionnaire informé est déjà à moitié rassuré, même si ça coûte 1 million par jour, et il m'a dit, pendant, disons, 4 ans, il m'a dit, vous allez gagner. Voilà. Vous allez gagner. Moi, je n'en étais pas sûr du tout. Mais quand vous avez votre grand patron qui vous appelle, que vous avez un projet, que vous êtes encouragé, qu'ils vous font confiance, ça a été un signe absolument déterminant pour les équipes, parce qu'évidemment, ça se diffusait sur les équipes. Et ça, j'ai gardé ça en mémoire. Pour toi aussi, puisque tu étais jeune manager à l'époque, jeune voilà, patron. Donc la confiance et l'encouragement, et donner confiance, et vous qui êtes dans l'éducation, dans la formation, je trouve que c'est une grande différence avec le modèle anglo-saxon. On ne fait pas assez confiance aux équipes.
Et cette confiance, elle est absolument nécessaire dans tous les projets. Alors, ça veut pas... Ça nécessite aussi de la surveillance, de l'accompagnement, etc. Mais je trouve que c'était vraiment important. Et ça me rappelle ça, puisque c'était la période juste antérieure. Et pendant toutes ces années, on a bénéficié de la confiance de notre actionnaire et des encouragements, ce qui encore une fois, n'excluait pas la surveillance. Qu'est-ce que tu retiens? C'était pas gagné. Il y avait un TF1 qui était hégémonique. On a longtemps dit que c'était la chaîne de trop. Il fallait faire sa place, son territoire, en fait. Alors qu'il y avait l'initialisation, le RT1, ça couvrait... revenons dans ces années-là. Alors, d'abord, on a monté le projet pendant un an avec donc, deux actionnaires qui nous ont encouragés à monter le projet. J'avais eu l'initiative de ce dossier. Il fallait passer le concours, parce qu'on est en France, il fallait passer le concours administratif d'abord, c'est-à-dire d'avoir une autorisation d'émettre, puisqu'on est sous monopole des fréquences. Et cette autorisation d'émettre, il a fallu la gagner. Et donc, on a fait d'abord le projet de cette société d'études. Et pour une deuxième anecdote sur mon président de l'époque, lorsqu'on a passé le concours au CSA de l'époque et qu'on a remporté, ce qui n'était pas évident, puisqu'on a eu une voix de majorité sur le collège, j'ai débarqué un peu ému, j'avais 30 ans, dans le bureau de mon président en lui disant « Président, on a gagné ». Et la première réflexion, il a eu deux remarques. La première remarque, il m'a regardé, il m'a dit « Mais vous en doutiez ?» Donc, c'est un peu refroidi. La deuxième remarque, il a envoyé des fleurs à ma femme. Voilà. Donc, pour les nuits prêtées. Galant et élégant. Voilà. Donc, dans toute cette période, on a eu un combat, en fait, certains s'en souviennent sans doute, il y avait une 5 qui venait d'être créée en même temps que nous, qui était avec M. Berlusconi et M. Hersan, qui avaient beaucoup plus de moyens que nous, beaucoup plus d'expérience. C'était des gens qui avaient des journaux. Berlusconi avait des télévisions en Italie. Et nous, on n'avait pas grand-chose. On était Lyonnaise des Eaux, c'est assez loin de eux, qui on s'était quand même appuyé sur RTL, avec Jean Drucker notamment. Et en fait, ça a été un concept, je dirais, un peu de modestie de départ. La 5 a investi considérablement. On avait très peu de réseaux. Il n'y avait que la moitié des Français qui pouvaient recevoir la 5, et il y avait un tiers des Français qui pouvaient recevoir le réseau 6. Donc nous nous sommes dit, même si ça coûte beaucoup d'argent la télévision, nous nous sommes dit, ne faisons pas d'énormes investissements tant que le réseau n'est pas couvert. Bon. La TF1 venait d'être privatisée, et eux, ils avaient 100% de la population française qui pouvait regarder la télévision, le journal de 20 heures de TF1. Nous, il n'y en avait qu'un tiers. Donc évidemment, si on achetait les matchs de foot, TF1 l'amortissait sur 100% de la population et nous sur un tiers. Donc ça ne marchait pas. Donc on s'est dit, soyons patients, construisons progressivement le réseau et ensuite on investira massivement dans les programmes. Donc au départ, on a mis des séries américaines, vous en souvenez sans doute, les Cosby Show. Papa Schulz. Je me souviens de Papa Schulz aussi. Voilà. Ouais. Et des clips, et puis on avait quelques émissions comme Culture Pub, comme etc. Donc on avait mis à l'antenne à l'époque. Fan 2, tout ça. Voilà. Et pendant ce temps-là, la 5, elle a investi massivement en disant on va forcer les gens à s'équiper. Et donc, ils ont acheté, ils ont mis Guillaume Durand à 20h, ils ont acheté les matchs de foot, ils ont acheté la Formule 1, ils ont mis les très gros films, ils ont importé les Sébastien, les Drucker, les machins sur l'antenne. Et ils se sont ruinés, et ils ont fait faillite le 13 avril 92. Nous avons été les seuls à nous en réjouir. Champagne. On a essayé de le faire discrètement et à partir de là, la chaîne était sauvée dans son format. Par rapport à ça, il y a une anecdote aussi. J'aime bien que tu nous racontes ces histoires. Avec le M. Au départ, c'était une syndication. Alors, il y a les Québécois d'un côté, il y a aussi une aventure de syndication sur le modèle de Paris Première. Et encore une fois, CNCL s'y oppose. Oui, alors rapidement, on cherchait des associés quand on a Lyonnaise des Eaux, et en disant, je l'ai convaincu de faire une télévision, il m'a dit, trouvez quand même des gens qui savent la faire. Bon. Donc j'ai cherché des associés, et je suis allé au Canada. Il y avait une société qui s'appelait Télémétropole, qui était la société privée du Québec, qui était la plus grosse télé, et on fait accord avec eux pour qu'ils viennent nous aider à lancer cette chaîne et qu'ils soient actionnaires de cette chaîne. Et ils ont été kidnappés à la sortie de l'avion par la Générale des Eaux, qui était le concurrent historique de la Lyonnaise des Eaux, et ils ont été sur la 5. Donc je me suis retrouvé sans actionnaire, pas très brillant vis-à-vis de mon président, et donc on a été chercher un autre actionnaire qui s'appelait RTL.
Enfin, c'était la CLT RTL. Et donc, on a fait l'opération avec RTL. Mais les actionnaires de RTL voulaient qu'on s'appelle RTL6 et pas M6. Et moi, je pensais que pour que la chaîne ait sa personnalité, et puis en plus, on voulait faire quelque chose de différent d'RTL, qui est plutôt un public plus âgé, etc. Donc, on a imposé le nom M6, et M6, c'est Métropole Télévision, en référence à mes Canadiens qui ne sont jamais venus, qui étaient Télémétropole. Voilà. Ça fait un bon quiz à sortir dans les dîners. Est-ce que tu sais pourquoi ça s'appelle Métropole Télévision? Ben voilà, un quiz. On le saura. Nicolas, en fait, il y avait revenons sur cette idée de syndication qui a avorté, avec un modèle économique qui était impossible. Tu voulais envisager des décrochages locaux. Tu avais rencontré Jean-Claude Gaudin. Alors on peut, après on parlera un peu d'avenir quand même. Le Métropole Télévision, ça correspondait au fait qu'on voulait être aussi une télévision des territoires, des régions. Et donc, on avait imaginé de faire des décrochages locaux dans les agglomérations plutôt que dans les territoires, mais dans les agglomérations. Donc, nous avons mis en place, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un 6 minutes qui en durait 12 en fait d'information à l'époque, et nous avons fait des 6 minutes qui en duraient en fait 12 dans 11 agglomérations, 11 agglomérations françaises. Donc on a décroché, et là on mettait des informations locales. Quand je suis allé inaugurer celui de Marseille à côté, on allait voir les maires à l'époque, etc. Et j'allais dire à Jean-Claude Gaudin qu'on allait faire un décrochage local. Et il m'avait dit ah, je suis content de nous accueillir parce que FRE3 ne m'a toujours pris que de dos. Alors je lui ai dit bah, écoutez, on va essayer de vous prendre de face. Voilà. Donc on avait essayé de faire un peu de concurrence à FR3 à l'époque pour faire de l'information locale. Et ça a duré une petite dizaine d'années. On a essayé de modifier la loi. La loi nous interdit de faire de la publicité. Non seulement on ne pouvait pas faire de la publicité locale, mais en plus, la loi nous a interdit de faire de la publicité nationale dans ces décrochages. Bon, évidemment, le modèle économique n'a pas subsisté, et donc on a été obligé de fermer ces décrochages, et on a fait les journaux d'information, le 12h45, le 10h45, que vous pouvez voir sur les antennes actuellement. Et ça, c'est un mal français où... on n'arrive pas à faire bouger les législations pour faire face à des mutations. Et là, c'était quand même dommage, parce que c'était quand même une expression locale de concurrence qu'on aurait pu maintenir, que je retrouve à BFM aujourd'hui, avec un peu les mêmes difficultés, puisque BFM TV a 9 télévisions locales, dont une à Marseille, par exemple, BFM TV Marseille, qui fonctionne bien en termes d'audience, mais qui ont un problème de recettes. Et l'État n'arrive pas à modifier les lois pour permettre à ces organismes intéressants, c'est quasiment des missions de service public. Par exemple, la semaine dernière, la télévision locale qui appartient à la Dépêche du Midi à Toulouse a fermé. Voilà. Donc, un canal d'expression locale, au moment où vous parlez des territoires, où je pense qu'il y a une adhésion quand même à décentraliser, à donner des responsabilités aux régions, et ben, les médias locaux, et on pourra y revenir, ont énormément de difficultés pour survivre dans un environnement concurrentiel. Une des raisons, c'est que les lois ne sont pas adaptées, ne permettent pas ça. On va y revenir. Je voudrais que, et après on va se tourner vers l'avenir, qu'on revienne sur cette formidable idée de contre-programmation que maintenant beaucoup commencent à adopter. Ça, c'est souvent des décisions qu'on prend par défaut, par contrainte, et ce sont de très bonnes idées, en fait. Mais dans une vie professionnelle, vous en avez certainement, vous, l'expérience. Quand on fait un petit flashback sur sa vie professionnelle, moi j'aurais passé 37 ans sur le groupe M6, bon, du début jusqu'à il y a un an et demi. En fait, vous apercevez qu'il y a eu peut-être dans toute cette période 6, 7 grandes décisions, pas davantage, qui ont été consubstantielles à parfois c'est des échecs, parfois c'est des réussites. Fort heureusement, là, elles ont plutôt fonctionné. Mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas rater les bons embranchements. Mais le reste, c'est très important, c'est de la gestion au quotidien. Et puis surtout, vous ne connaissez pas par avance la décision importante que vous devez aller devoir prendre. Donc il faut avoir un éveil de curiosité, mais la main ne doit pas trembler au moment des grandes décisions. Je vous en ai donné une que tu connais bien. Dans le programme. Le programme, nous, on a ramé quand même un peu. On avait des grands concurrents, donc il fallait être un peu plus astucieux pour trouver.
À un moment donné, moi, j'avais un garçon qui était venu me voir, qui était Emmanuel Chin, que vous avez peut-être connu, qui présentait Capital, et qui est venu nous rejoindre comme journaliste. Et on fait un petit séminaire de programmation avec toutes les équipes. Et Emmanuel nous dit, écoutez, voilà, moi, j'aimerais faire une émission à caractère un peu économique en prime time, en soirée. Tous les gars, enfin, on ne lui parle plus quasiment du séminaire. En disant, non, on va mettre des films, on va mettre des amusements, on va mettre des divertissements, mais c'est une émission économique. Il n'a qu'à aller chez Bloomberg. Bon. Et donc là, la décision que j'ai prise, moi, je n'avais pas d'idée davantage de savoir si ça allait fonctionner ou pas fonctionner. Donc j'ai simplement demandé quel est le soir où on marche le moins bien. Et c'était le dimanche soir, parce que le dimanche soir, il y avait un quota de films. On ne pouvait mettre à l'époque que 2 films par semaine, encore la réglementation, 2 films le soir, en moyenne par semaine, par an. On ne pouvait mettre que 104 films le soir par an. Et donc, nous, nos 2 films, on les mettait le lundi et le jeudi pour pas être frontalement concurrents avec les autres, France, Antenne 2 et TF1 à l'époque. Et donc j'ai dit, et on mettait un téléfilm. Le téléfilm, après je vous parlerai des téléfilms érotiques qu'on mettait un peu plus tard. J'ai une bonne anecdote à vous raconter là-dessus. Mais ça, on va la garder pour la fin. T'inquiète, j'y penserai. Et ce téléfilm marchait pas bien parce qu'en face des films à grand spectacle de TF1, évidemment, on n'avait pas beaucoup de succès. Donc je lui ai dit, écoute Emmanuel, je te donne la case du dimanche soir. Voilà. Et donc le dimanche soir, il a pris la case. Le premier dimanche, ça n'a pas du tout bien marché, son Capital, je ne sais pas sur quoi c'était. Et le deuxième dimanche, ça a été un succès. Et puis on l'a couplé avec un autre magazine qui s'appelait Zone Interdite, que vous avez peut-être connu aussi, qui existe toujours, le dimanche soir. Et vous avez toujours, depuis maintenant près de 30 ans, Capital, Zone Interdite, et Capital, qui au départ était l'émission la plus délicate pour nous, est aujourd'hui l'émission la plus rentable du groupe M6. C'est celle où on gagne le mieux notre vie, qui a une bonne image, qui a une très bonne audience. Et donc, vous avez le truc. Voilà. Cette décision, c'est dû au fait qu'on a un peu écouté ce qui se disait et qu'il y avait quelqu'un d'enthousiaste à qui on a décelé qu'il avait quand même du talent et de la volonté. Et c'est pour ça que ça a fonctionné. Mais il fallait prendre le bon embranchement ce jour-là, pas être en retard à la réunion de programmation, etc. Voilà. Alors que dans cette réunion, tu étais un peu seul contre tous, hein, visiblement. Donc, c'est ça aussi les convictions du leader. Hein. Revenons sur cette législation. On parlera du téléfilm érotique. Hein. Ah oui, t'inquiète. On le regarde pour la fin, petit teasing. Oui, on regarde pour la fin. Oui, tu dis toujours que si on revient à la genèse de tout ça, c'est la loi de 86 que tu appelles des lois de circonstances qui ne bougent pas. Il est urgent de ne rien changer. Hein. Oui, alors la loi de 86, c'est pas une loi de circonstances parce que ça a libéralisé quand même la communication. C'est là où ça a privatisé TF1. C'est là où il y a eu des fréquences qui ont été ouvertes, etc. Mais entre-temps, il y a eu énormément d'ajouts à la loi de 86. Je vais vous en prendre un. Il y a eu une chaîne qui s'appelait la chaîne de la diversité sur la chaîne 23. Bon. Elle a duré moins d'1 an. L'Arcom l'a autorisé, enfin le CSA de l'époque l'a autorisé, et ça a été revendu très cher au bout d'1 an, plus de 80 millions. Et donc celui qui a été titulaire d'autorisation a fait une belle affaire sans avoir investi. Et les fréquences, c'est quand même du domaine public. Donc il y a eu, disons, une commission d'enquête, enfin, ça a été compliqué, et du coup, il y a une loi qui a été prise là-dessus en disant que les autorisations ne peuvent pas être recédées à plus de 5 ans. Tout ça paraît normal, pour éviter la spéculation. Sauf que la loi est de circonstance que, comme vous renouvelez vos autorisations de permanente, un groupe comme M6, par exemple, aujourd'hui, par le fait qu'il a plusieurs autorisations qui se chevauchent, qui doit renouveler ses autorisations, son contrôle ne peut pas être vendu avant 2032 aujourd'hui. Or, ça fait déjà 37 ans que les Bertelsmann, le groupe actuel, est copropriétaire. Donc, si vous voulez, pour attirer des investisseurs, quand vous leur dites vous êtes bloqué pendant plus de 40 ans dans votre contrôle, car ce sont les faits, et pour une loi de circonstance qu'on n'arrive pas à changer. Là, pourquoi je vous en parle? Parce que c'est en ce moment même où ça passe au Sénat la semaine prochaine. Bon. Et alors, évidemment, il y a un lobbying de tous ceux qui ne voudraient pas que ça change. Bon, nos grands concurrents, par exemple, qui sont très contents qu'il n'y ait pas de nouveaux investisseurs qui viennent dans un groupe comme M6. Bon. Mais
c'est quand même dommage qu'en France, on n'arrive pas à faire bouger ces lois. Moi, la deuxième anecdote, si vous voulez, la coupure dans les films et les téléfilms. Bon. Au départ, on avait droit à 2 coupures par film. Bon. Alors, certains trouvent que c'est excessif, mais le privé doit se financer par la publicité, le public, lui, doit se financer notamment par les dotations publiques. Bon. D'un seul coup, pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec ça, il y a une loi qui a dit qu'il n'y a plus qu'une coupure. Voilà. Alors nous, tout notre modèle économique, il était fait sur 2 coupures. Bon. Et j'ai mis à peu près plus de 10 ans à rétablir la 2e coupure. La 2e coupure publicitaire dans les films. Or, une 2e coupure publicitaire dans les films, ce qui nous permet d'acheter le film. Hein, parce que si on n'a pas de recettes publicitaires en face, bon, voilà. Donc, toutes ces lois qui s'empilent, etc., il n'y a pas de réflexion globale, et il y a des lois de circonstances, et on est très entravé. Et on est d'autant plus entravé qu'on est dans un monde ouvert aujourd'hui. La vraie révolution, c'est pas les plateformes, c'est pas les réseaux sociaux, etc. C'est Internet. C'est-à-dire qu'Internet a supprimé la barrière technologique. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Il n'y a plus de barrière technologique. Pour prendre un exemple, nous, les Américains, ils nous ont vendu des programmes qui sont intéressants, les X-Files, les Prison Break, les NCIS, enfin, certains sont... Oui, il fut un temps où il y avait beaucoup de séries américaines sur M6. Il y avait beaucoup, ça nous a permis de démarrer, etc. La grande différence aujourd'hui, c'est que les Américains n'ont plus besoin de nous. Avant, nous mixions les programmes locaux avec les programmes américains ou internationaux, et c'était un mix des deux avec un certain nombre de contraintes. On ne pouvait pas mettre plus de 40% de programmes étrangers, etc. Sauf aujourd'hui, tu avais cette case entreprise française pour que les séries américaines arrivent vers le téléspectateur final. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas accès directement au marché français. Ils devaient passer par l'intermédiaire de diffuseurs. Voilà. C'était pareil en Allemagne, en Espagne et en Angleterre. Aujourd'hui, Internet a aboli cette frontière et c'est pour ça qu'ils ont maintenant des plateformes qui font qu'au lieu de nous vendre les films ou les séries, ils les vendent directement aux consommateurs par l'intermédiaire de Max, de Netflix, de Amazon, etc. Disney, et ça, c'est une grande différence parce que ça veut dire que, au lieu, nous, que les séries américaines nous servaient à investir dans des programmes français, aujourd'hui, nous avons des contraintes. On avait à peu près 3 soirées de séries américaines ou de films américains par semaine. Il faut les remplacer par des programmes locaux, mais dans lesquels on ne peut pas se financer avec ces autres programmes. Voilà. Donc c'est une différence absolument majeure. Nous avons donné l'accès, la technologie a donné l'accès direct à nos consommateurs en abolissant la frontière technologique. Tout le système de régulation français, vous en parliez quand on était candidat, c'était les ondes hertziennes. Et les ondes hertziennes, on pouvait les contrôler. Il y avait juste aux frontières où c'était pas tout à fait contrôlable parce que ça franchit les frontières. Mais comme c'était émetteur par émetteur, vous couvriez la France en émetteur et puis après... On pouvait verrouiller. Voilà. Nicolas, par rapport à ça, je te coupe. Canal+ a essayé de composer avec ça en se positionnant un peu comme agrégateur. Hein. Oui, absolument, dans une politique intelligente. Hein. Canal+, fort de ses quelques millions d'abonnés, les Américains sont venus les voir en disant écoutez, est-ce que nous, plutôt pour prendre Netflix ou les autres, nous, ça sera plus simple qu'ils s'abonnent à travers votre écosystème Canal+. Vous avez l'habitude, vous avez déjà des consommateurs, vous avez déjà une formule d'abonnement et de mettre ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, en bundle, c'est-à-dire faire des choses groupées. Et en plus, on bénéficie, pour ces Américains, ils bénéficient d'avoir... Donc Canal+ est déjà accueilli comme distributeur, non plus comme éditeur, mais comme distributeur. Évidemment, la limite du raisonnement, c'est qu'une fois qu'ils se sont accaparés de cette clientèle, ils peuvent reprendre leur autonomie. C'est exactement ce qui vient de se passer avec Disney+. Je ne sais pas si vous avez vu, Disney+ était autrefois, il y a quelques mois, distribué par Canal+, c'est-à-dire que quand vous pouviez vous abonner à Canal+, plus Disney, plus Netflix, plus etc., aujourd'hui, Disney, vous ne pouvez plus vous abonner par Canal+. Disney a repris son autonomie et donc maintenant vous propose un abonnement directement. Tu veux dire qu'ils ont fidélisé des gens via Canal+, et maintenant ils s'en vont. Voilà, je ne suis pas sûr qu'ils avaient le choix de faire autre chose, mais en tous les cas, c'est un risque. On a
accueilli la clientèle américaine, et ensuite cette clientèle américaine prend progressivement son autonomie et donc vient nous concurrencer comme éditeur, cette fois-ci non plus comme distributeur, sur nos propres émissions. Tu dis qu'il y a toujours cette dichotomie entre le temps réglementaire, le temps des technos, le temps économique, et que on court un peu après des lois qui sont rétrogrades, hein. Le foot, le piratage, des choses comme ça aussi qui sont claires, hein. Le foot n'est pas simplement le foot, hein, mais évidemment, le piratage, c'est une lutte incessante parce que les pirates sont une grande habileté. Là aussi, il n'y a pas de frontières. Donc, il y a énormément de piratage. Alors, quelquefois, ça peut être aussi un peu de notre responsabilité dans la mesure où si on fait des produits trop chers, ça encourage le piratage, notamment chez les plus jeunes. Mais aujourd'hui, nous attendons une loi sur le piratage pour... la loi en clair, c'est pour automatiser la recherche, d'une part, et deuxièmement, parce que l'Arcom, par exemple, ne travaille pas le week-end. Les pirates, ils n'ont pas en vacances le week-end, hein. Bon, donc on aimerait quand même automatiser un peu tout ça. Et la deuxième chose, vous avez ce qu'on appelle les FAI, les telcos. Il faut qu'on leur donne et les moyens et les injonctions pour aller rechercher les pirates sur l'IPTV. Voilà. Donc ça, ce sont des dispositifs techniques, mais ça met énormément de temps à arriver. Comme on mêle les lois, là, vous savez, la loi sur le piratage, et en même temps, c'est la même loi que le sport, qui refait, notamment sur le football, la gouvernance du sport. Bon, c'est deux lois qui sont assez différentes, hein, entre le piratage et la gouvernance du sport, mais les parlementaires ont souhaité la mettre dans la même loi. Compte tenu d'encombrements parlementaires, on perd quelques mois, voire quelques années, pour lutter contre le piratage. Qu'est-ce que tu penses aussi du niveau européen là? Il y a l'IA Act, hein, du 2 août, il y a les patrons qui s'insurgent par rapport à tout ça. On a toujours cette passion en France de surréglementer par rapport à l'Europe. C'est un dossier assez compliqué parce que il y a la fameuse exception culturelle. Bon. Alors l'exception culturelle, ça consiste à dire que chaque gouvernement peut légiférer lorsqu'il s'agit de culture et de communication. Donc il y a un socle commun qui est européen. Bon, et là c'est le minimum, si j'ose dire, syndical. Et les législateurs nationaux peuvent en ajouter. Pour prendre un exemple que je prenais tout à l'heure sur les films de cinéma, la réglementation de la diffusion des films de cinéma à la télévision peut être aggravée selon nous, en restriction, par la législation nationale, même si ce n'est pas une loi européenne. C'est une exception culturelle. C'est comme ça qu'il faut la comprendre. Alors ça a des avantages, parce qu'on protège une industrie, on peut éviter d'avoir une compétition trop forte, etc. Oui, le prix du livre, etc. Mais ça a également des inconvénients, puisque du coup, il y a des régimes très différents d'un pays à l'autre, et évidemment, les producteurs, etc., choisissent en fonction des pays. Alors, je vais vous raconter mon anecdote sur les téléfilms érotiques, voilà, parce que c'est le bon moment. C'est excitant, je vois que vous vouliez en savoir plus très vite. C'est entre nous. Hein. Bon. Alors, comment ? Ça sortira pas du... Non, pas du département. Voilà. Pas du territoire. Au début de la chaîne, donc je disais, on perdait pas mal d'argent et on avait des obligations de production. C'est-à-dire qu'on devait produire des programmes français, notamment de fiction, et on n'avait pas d'argent. On en perdait déjà beaucoup. Donc, le garçon qui s'occupait de la production de fiction me dit, écoutez, j'ai une idée formidable. On va produire des téléfilms érotiques. Ça fait de l'audience, ça coûte pas cher et ça remplit nos quotas. Et puis au niveau des dialogues, c'est... Voilà, c'est... Alors, il me dit, moi, je le regarde un peu, je dis oui, mais on va pas quand même les programmer. Non, mais on les mettra à 23h le dimanche, après. Voilà. Bon, ben, j'ai dit, écoute, produis-les, t'as des projets. Décision encore de PDG. Hein. Et alors, il me dit, oui, j'ai des projets, on va faire 6 téléfilms d'éventuels. Le film transformé en 6 téléfilms. Bon, on est parti pour faire 6 téléfilms, ça coûtait 7 millions de francs à l'époque. Bon. Donc, l'équivalent d'une semaine de perte. Hein. Et donc, les téléfilms sont tournés, nous les diffusons, nous les déclarons, l'audience est très correcte. Bon. Et je reçois l'année suivante une amende du CSA qui me dit « Vous devez rendre les 7 millions parce que ça ne rentre pas dans vos obligations de production. » Bon. Alors, il m'explique, parce que la réglementation fait que pour être français, un téléfilm ou un film ou une fiction,
il doit y avoir au moins la moitié des comédiens qui parlent en langue originale française. Bon. Les comédiens étaient plutôt à l'Est, si vous voyez ce que je veux dire. Et le dialogue était assez simple. Voilà. Donc, du slave, mais limité. Voilà. Donc, le CSA a fait venir, l'histoire est absolument authentique, hein, des sourds-muets pour lire sur les labiales des comédiens et des comédiennes. Et s'est aperçu qu'effectivement, il n'y avait pas les 50% de dialogue français. Bon. Et donc, ayant fait venir ces sourds-muets pour lire sur les labiales, ils nous ont rectifié, vous me devez 7 millions, parce que ça ne rentre pas dans vos quotas, vous n'avez pas respecté vos obligations. Moi, j'étais quand même pas très content, surtout qu'on avait les rediffusions. Donc, parce que c'est des programmes qui s'usent assez peu, en fait. Bon. Comme La Petite Maison dans la Prairie, en fait. C'est un autre type de film. Et donc, je décide de faire un recours juridique. Et ce recours juridique, c'est la plus haute instance de l'État, c'est-à-dire le Conseil d'État qui s'en occupe, puisque c'est une décision du CSA. Donc on mobilise le Conseil d'État. Donc on avait déjà mobilisé l'ARCOM, maintenant, enfin le CSA, maintenant on mobilise le Conseil d'État. Et aux surprises, on gagne. Et donc on me rend mes 7 millions. Voilà. Et donc je peux rediffuser le téléfilm. Bon, vous le reverrez probablement peut-être pour ceux qui insistent. Et donc, un an plus tard, je suis à un dîner et il y a un académicien qui est à côté de moi qui me dit, vous savez, je vous ai sauvé la vie. Bon, je regarde, je ne connaissais pas, je n'avais jamais vu. Il me dit, oui, je suis académicien, mais je suis aussi membre de la section du contentieux du Conseil d'État, et c'est moi qui ai à traiter du cas Emmanuel. Alors je le regarde avec intérêt, et je lui dis, écoutez, je voudrais quand même que vous m'expliquiez comment vous avez pu faire, parce que c'est vrai qu'il ne parlait pas français. Bon, alors il me dit, bon, d'abord, je les ai tous visionnés, je les ai trouvés assez bons. Voilà. Ensuite... il dit, ça m'a tellement énervé que l'argent public soit gâché dans des affaires qui durent des semaines et des semaines et des mois là-dessus, parce qu'après il faut les écrire, etc., que j'ai considéré que tous les comédiennes et les comédiens qu'on voyait de dos parlaient français. Et donc, vous avez une décision du Conseil d'État, parce que ça ne s'appelle pas un jugement, ça s'appelle une décision du Conseil d'État par Marc Lambron, qui est académicien, qui est quand même un grand académicien, sur Radio Classique, et qui d'ailleurs qui est très très content de cette histoire, et qui a pris une décision qui s'appelle Emmanuel, qui nous a rendu 7 millions. Voilà. Nicolas, tu peux nous dire aussi que les audiences fluctuaient aussi en fonction du film de TF1 au moment où il se finissait. Tu t'es arrangé pour que l'horaire de diffusion colle bien. C'était un... Oui, alors la compétition des audiences est très forte entre les chaînes, puisque les chaînes privées vivent, mais même les publics vivent quand même de l'audience, et puis les producteurs sont contents quand ça fait de l'audience, etc. Pour prendre un exemple tout à plus récent, il y a eu un feuilleton qui a été lancé pour M6, qui est tourné d'ailleurs à côté d'ici, nouveau feuilleton, et qui est lancé l'été à la place de Scène de ménage. Je pourrais vous dire un mot sur Scène de ménage si vous le souhaitez. Certains l'ont peut-être vu, Scène de ménage qui était à 20h10 sur les antennes. Et à la place, cet été, ils ont lancé leur nouveau feuilleton que j'avais commencé à produire avant de partir. TF1, dans un esprit de compétition qui est respectable, a allongé son journal télévisé de 10 minutes, a enlevé toute la pub en ce moment, pour que le feuilleton ait du mal à démarrer. Voilà. Et nos collègues de France Télévisions, il y a un feuilleton sur France 3, ils ont mis 2 épisodes inédits, alors que généralement, ils en mettent qu'un et ils mettent une rediffusion. Voilà, ça s'appelle la compétition. Donc, c'est un métier qui est assez scientifique, d'ailleurs, dans la compétition des audiences, mais qui est très forte entre nous. Mais ça, c'est pas une mauvaise chose. Ce que j'aime bien, est-ce que vous aimez, vous, entrepreneur, homme de ressources humaines, femme de ressources humaines et également manager, c'est comment on peut allier le business et le développement humain, la performance humaine et la performance économique. Et c'est vrai que ça te caractérise, Nicolas, avec une gestion au cordeau du groupe M6. Ça passe aussi, puisque nous sommes dans les territoires, par des territoires de marques. Donc des marques, ça veut dire aussi une valorisation des marques. Et ça aussi, c'est une des grandes réussites que tu as insufflé au groupe M6, des marques qui perdurent et qui sont déclinées.
Alors, tu as tout à fait raison, c'est vraiment important. Alors, la marque, elle est importante, évidemment, pour le public. On a parlé du choix M6, comment on développe une marque, comment on l'entretient, comment on fait très attention à l'image qu'on projette. Mais j'étais encore plus attentif, et ça, pour moi, c'est vraiment important, c'est sur la marque employeur. Donc, sur la marque employeur, je pense que pour nous, si on a pu développer cette société, c'est qu'il y a eu une bonne marque employeur, car même les gens, je pense que tu pourras le confirmer, même les gens qui ont eu des carrières parfois différentes, qui sont partis chez les concurrents, etc., il y a une communauté M6 qui existe, et cette communauté M6 vit fortement. Ils sont imprégnés. Alors, il y a une des raisons pour lesquelles c'est fortement imprégné, qui est une raison un peu historique, c'est qu'il a fallu se défendre au départ. Hein. On était attaqué de toutes parts, la chaîne pro, etc. Bon, donc il a fallu survivre. Donc généralement, ça donne un peu de tempérament. Et donc les équipes se sont transmises un peu cette genèse de la société dans lequel il y a un esprit, je pense, dans le groupe. Et donc cette marque employeur, maintenant c'est un groupe qui fait près de 2 milliards de chiffre d'affaires, qui est quand même un groupe important. Combien de collaborateurs dans mais le groupe il doit y avoir à peu près 1800 collaborateurs. Bon, c'est un groupe développé. Mais cet esprit, je crois, est resté. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, quelquefois, il est difficile à gérer. Mon successeur a eu à gérer aura à gérer l'affaire Hanouna, par exemple. Bon. Est-ce qu'on fait venir quelqu'un? Est-ce que la marque employeur est atteinte ou pas? Voilà. Bon, moi, je ne fais aucun commentaire là-dessus. Mais je dis... Le patrimoine de la marque employeur, je pense que c'est la première des choses dans un groupe, en tous les cas comme le nôtre, qui est un groupe grand public et qui doit attirer des jeunes talents. La deuxième chose, c'est, évidemment, vous êtes très sensible à ça, la formation des plus jeunes. Il y a énormément de jeunes qui sont arrivés par des stages, par des alternances dans notre groupe. Ils ont grandi avec le groupe et donc ça donne une culture, évidemment, d'entreprise plutôt que faire des transferts. Ça a été d'ailleurs assez vrai sur les antennes. Hein. Beaucoup de ceux que vous voyez ont commencé chez nous, hein, dans les talents. Hein, dans les talents d'antenne, nous avons énormément qui ont commencé leur carrière, y compris des acteurs, hein, Léo Marcy, etc., qui ont commencé dans le groupe M6, dans des émissions pour les chanteurs, dans Nouvelle Star, etc. Et ça fait, même s'ils partent après, ça n'a pas d'importance. On est content qu'ils réussissent d'ailleurs, mais ça donne une communauté très importante dans un groupe comme le nôtre qui vit des talents. Et puis ça irrigue effectivement l'écosystème. Et là, tu remarqueras avec des t-shirts orange les jeunes étudiants de l'ISCPA qui font un petit tournage et qui seront peut-être ravis après d'être accueillis chez M6. Top Chef, Pékin Express, des marques fortes, Nicolas. Oui, alors évidemment après... Le deuxième, mais ça, vous le savez aussi bien que moi, la deuxième, ce qu'on essaye d'imprégner, la deuxième chose dans les équipes, c'est pas toujours évident d'ailleurs, c'est la curiosité, l'esprit de curiosité. Vous savez que les grandes émissions de télé, je vous ai parlé de la jeunesse de Capital, mais les grandes émissions de télé viennent généralement des petits pays. La créativité vient des petits pays. Alors, il y en a, vous pouvez ne pas les aimer, mais en tous les cas, des émissions qui ont réussi. Prenez L'amour est dans le pré, qui est un des succès et des hits formidables de M6 en termes d'audience, d'appréciation. Bon, c'était un petit pays, c'était en Irlande que ça a commencé. Et donc, il faut avoir cet esprit de curiosité d'aller regarder, y compris chez les petits. Tu le sais très bien, dans les radios musicales, c'est eux qui ont formé des générations d'animateurs. Hein. Tu en es un exemple de formation, parce que c'est là. Et souvent, c'est un peu, ça me rapproche du foot, ça. Souvent, on va aller chercher des stars. On fait des mercatos très importants, alors que il y a des talents qu'on se donne pas la force d'aller découvrir. Alors effectivement, il faut avoir déjà des talents à forte notoriété dans les équipes, c'est normal. Mais il faut aussi savoir faire monter, je pense que ça a été le mérite du groupe M6, c'est d'avoir su faire monter des jeunes talents qu'on a été chercher. Mais ça suppose un esprit de curiosité. Pour vous raconter l'histoire du Loft. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent du Loft. Ah oui, raconte-nous, parce que là, il y a encore des anecdotes, la jeunesse de tout le ça. Loft, ça a été une période très compliquée, extrêmement compliquée. Reviens au tout début, Nicolas, quand Thomas Valentin et toi en discutaient. Alors, d'abord, on avait repéré
L'émission s'appelait Big Brother au départ et vient de Hollande. C'est un Hollandais, M. John de Mol, qui a créé cette émission. Bon, certains, voilà, mais c'était la télé-réalité. Et cette émission, donc, on a été regardé. Moi, s'était me balader. Elle était en Italie, j'étais à Rome, regardé. Et je suis rentré, j'ai dit à Valentin, jamais cette émission ne sera sur notre chaîne. Voilà. Vous m'entendez bien, Thomas? Jamais. Bon. Et tous les matins. Thomas à la veste paille, là. Voilà. C'était mon homologue des programmes, mon complice, si je veux dire. Il me disait, mais pourquoi de toute façon, il y a bien quelqu'un qui va la prendre, donc il faut... J'ai dit, mais écoutez, Thomas, quand même. Bon. Et donc, parce que tu étais en Italie, derrière la vitre sans teint, hein, et tu regardais. Bon, voilà, on arrive à midi, ils n'étaient pas levés, enfin bref. Et... bon, cette émission, donc, pendant des jours et des jours et des jours, Thomas Valentin me disait, mais écoutez, voilà, de toute façon, ça sera pris par un de nos diffuseurs. Nous, on est une chaîne de la nouveauté, il faut qu'on y arrive, il faut y aller. Bon. Finalement, je suis décidé, un jour, j'ai dit, bon, Thomas, on va la faire. On va aller la négocier. Donc, elle était allée négocier en Hollande de manière un peu secrète. Enfin, il y a des tas d'anecdotes là-dessus. Mais ça a été une période difficile. D'abord, on avait chargé un garçon chez nous qui était Monsieur Loft. Monsieur Loft, en lui disant, bon, toi, tu es responsable de tout. Et dès qu'il y a un problème, il remonte chez toi. Tu viens nous voir. Quand Alexis de Gemini, on peut le citer. Voilà. Et on prépare l'émission. Et il me dit, il n'y a aucune polémique. On l'annonce, 3 semaines avant, vous annoncez vos programmes dans les journaux, pour les journaux de télévision. Et il vient me voir et me dit, ça ne va pas marcher. Je lui dis, Alexis, on a mis beaucoup d'argent là-dedans, on a pris des risques. Vous n'allez pas me dire maintenant que tout est prêt, que ça ne va pas marcher. Il dit, non, il n'y a aucune polémique. Les Français n'ont pas remarqué. Ça ne va pas marcher. Il n'y a pas de polémique. Et il aurait fallu une polémique pour que ça marche. Il me dit, j'ai préparé une campagne publicitaire. On va couvrir la France d'affiches parce qu'il faut que ça marche. Il me montre sa campagne qui était assez bonne, je veux dire. Et il y avait la photo du loft. Et il y avait... même nous, on ne connaît pas la fin. Ce qui était un assez bon concept, puisque c'était quand même l'émission. Bon. Je lui ai dit, écoutez, on a déjà dépensé assez d'argent pour faire cette émission. Si elle ne marche pas, elle ne doit pas marcher. Et donc, on ne va pas en plus se ruiner à faire une campagne d'affichage. Donc, vous rentrez vos affiches et on y va. Bon. On n'a pas été déçus. Le jeudi, quand on a diffusé le premier épisode, la polémique est partie en vrille. On a fait 6 couvertures du Monde, des camps de concentration, etc. Enfin bon, on a eu quand même une polémique immense. Et nos compétiteurs... ont tout fait pour qu'on nous retire la licence. On nous retire la licence en disant non, c'est contraire à la dignité de la personne humaine, donc retirons-leur la licence. Et alors, ce qui a été très difficile dans cette période, heureusement qu'il y avait un succès populaire, c'était que c'était du live, c'était du direct. Et dans le direct, tout peut arriver. Tout peut arriver. Et donc, le pépin qui arrive, ils se battent, ils mettent des choses horribles. Alors finalement, on a fait un time delay, ce qu'on appelle un time delay, c'est-à-dire qu'on a différé de 2 minutes le truc, et on a mis quelqu'un au casque pour biper tous les gros mots, etc. Enfin, pas tous, parce que sinon, il n'y aurait pas eu de programme. Voilà. Donc, ça a été... et Loana dans la piscine, en fait. Une période difficile. Ouais. Avec Loana dans la piscine, en fait. Hein. Ça a été... Non, on ne va pas repartir des téléfilms érotiques. Hein. Voilà. Mais il y a eu aussi coup de bluff. On ne va pas y aller. Les discussions avec TF1, ça aussi, c'est un peu de poker menteur dans le management. Quand on a des, tu le dis, pas des concurrents, mais des compétiteurs, il y a aussi ce jeu-là. Il y a prescription, là. Ouais. Bon, je ne sais pas s'il y a prescription, mais enfin bon, TF1 avait essayé de nous dire, moi j'étais prêt à un accord sur la télé-réalité, qui n'est pas de télé-réalité en France, sous l'égide du CSA. Mais TF1 me dit, j'ai dit, dans ces cas-là, tu enlèves Koh-Lanta. Il me dit, non, Koh-Lanta, c'est Fort Boyard. Alors, je dis, mais c'est de la télé-réalité, ça ne peut pas être plus de la télé-réalité que... Non, c'est Fort Boyard. Non, la télé-réalité, c'est après Koh-Lanta. On n'a pas fait d'accord. Voilà. Ça fait plaisir de voir que sur Amazon Prime, il y a Culte, hein, non, quand même. Je ne sais pas si certains l'ont peut-être vu. Elle passera sur M6 d'ailleurs. Il y a la série Culte qui raconte l'histoire du loft, qui est un peu romancée, mais qui est assez juste. Alors quand j'ai appris que la série allait se faire sur Amazon, donc j'ai appelé le producteur. J'ai dit, écoutez, moi je demande 2 choses simples. D'abord, changer le titre, parce que ça s'appelait Trash au départ, cette série. Donc, je lui ai dit quand même. Donc ils l'ont appelé Culte. Et je lui ai dit, moi je te demande une seule chose, je ne regarde pas le scénario, je m'en fous, etc. C'est que
mon collègue de TF1 soit un peu moins sympathique que moi. Voilà. De ce point de vue-là, c'est assez réussi. Voilà. Nicolas, tu as parlé de cette législation qui est sclérosante, qui est passéiste, qui contraint plus qu'elle n'encourage le développement des acteurs économiques dans le monde des médias, puisqu'on est dans les territoires. Comment est-ce qu'on peut défendre les territoires? L'info locale, tu en parlais, avec tes activités de patron de toutes les activités médias de CMA, CGM, c'est la PQR, la PQN, Oui, alors moi je suis assez inquiet par rapport à l'information locale, régionale, territoriale, des éléments d'information. La PQR vit des périodes extrêmement difficiles pour une raison assez simple, c'est que, disons, le public vieillit, sur le public papier vieillit et disparaît progressivement, et il n'y a pas de substitution d'un public jeune. Voilà, si on résume. Et deuxième chose, les abonnements digitaux sont beaucoup moins rentables que les abonnements papier, même s'il n'y a pas la fabrication. Pourquoi? Parce que le prix de cession est beaucoup plus faible. Voilà. Donc, pour ces deux raisons, la PQR vit une période difficile. Alors, il y a quelques groupes, comme la Dépêche du Midi, par exemple, qui vivent correctement. Bon. Et il y a d'autres groupes qui sont beaucoup plus en difficulté. Le groupe EBRA, le groupe Sud-Ouest, et même Ouest France. Ils ont vécu beaucoup sur la diversification du groupe, mais aujourd'hui, la diversification, souvent, ils ont recédé les activités de diversification, et quand ils sont dans leur cœur de métier, c'est compliqué. Ce qui me dit qu'on devrait encourager quand même, plutôt que critiquer, tous les actionnaires qui, dans leur région, supportent un journal. Moi, je conseille M. Saadé, à côté d'ici, à Marseille, sur le groupe CMA Média. Il a pris le risque, et il paye les déficits de la Provence. Bon, il n'y aurait pas de Provence, ou il y aurait plus un embryon de Provence s'il n'était pas là. Pourquoi, je te coupe Nicolas, pourquoi est-ce qu'en France, quand tu as des Dassault, quand tu as des Niel, quand tu as des Saadé, quand tu as des Lagardère dans une certaine mesure, qui investissent, parce que c'est des territoires à la fois business et des territoires d'influence, pourquoi à chaque fois on dit ah bah oui, c'est le grand capital, l'info est connotée, orientée? Oui, alors, c'est très français. Il y a un présupposé en France que si vous n'êtes pas du métier et que vous arrivez dans ce métier, c'est pas bien. Voilà. Sauf que du métier, il y a peu d'investisseurs du métier. Pardon de prendre notre exemple. Moi, je viens de la Lyonnaise des Eaux. C'était pas du tout son métier que de faire le groupe M6. Bon. Et si elle n'avait pas été là pour payer le million là, par jour dont je vous parlais, il n'y aurait pas d'M6, il n'y aurait pas de groupe, il n'y aurait pas de 2000 employés aujourd'hui. Bon. Il n'y aurait pas de production de films, érotiques même. Non, mais il n'y aurait pas voilà. Donc, tout cet investissement, je ne comprends pas pourquoi on présuppose que si ce n'est pas votre cœur de métier, c'est quelque chose de pas bien. Alors après, il y a des chartes journalistiques, il y a des comités de déontologie qui doivent surveiller qu'il n'y ait pas trop de dérives. Quelquefois, il y a des contre-exemples. Bon, mais dans la majorité des cas, quand vous lisez les Échos, il n'y a pas des articles sur LVMH toute la journée. C'est même plutôt l'inverse. Bon, donc encourager des investisseurs, et là je reviens à la presse régionale ou à la presse départementale, encourager des investisseurs, il y aura à un moment donné, on ne trouvera plus d'investisseurs dans la PQR. Si ça continue de cette façon-là, à la fois de deux façons, c'est-à-dire que si l'État ne se préoccupe pas de mettre des règles qui soient plus souples dans un certain nombre de domaines pour l'exploitation des médias, et si nos camarades journalistes ne comprennent pas qu'il faut accueillir. Je fais un parallèle au foot. Alors, il y a des mauvais exemples, mais les investisseurs, je prends le cas de Strasbourg. Il y a un investisseur à Strasbourg qui a fait son travail. Il se fait engueuler par les supporters parce qu'il n'est pas strasbourgeois, alors qu'ils sont qualifiés en Coupe d'Europe. Bon. Ça marche pas. Au bout d'un moment, moi, c'est ce que j'ai vécu un peu à Bordeaux. S'il n'est pas le bienvenu, il s'en va. C'était pas. Nous, on est resté 19 ans comme actionnaire propriété de Girondins de Bordeaux. On n'a jamais eu le soutien véritable des supporters. Jamais.
les supporters. Alors maintenant, ils commencent à dire, parce que vous n'étiez pas du territoire en question, c'est ça? Oui, on n'était pas du territoire foot, on n'était pas... pourtant, on était le président, moi j'avais mis le soin d'avoir un président bordelais, historique, etc. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il faut un minimum d'adhésion entre le capital et les usagers. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et je trouve que dans les médias locaux, territoriaux, il y a cette question-là qui va se poser de manière. La deuxième chose, c'est que là, la transfo est vraiment un truc qui atteint les territoires parce que, encore une fois, les jeunes ne regardent plus, n'achètent plus le journal comme ils l'achetaient autrefois. Les moyens de communication sont différents. Les télévisions locales ont des difficultés parce que le modèle n'est pas adapté, des difficultés financières et pas d'audience. Ils ont de l'audience, mais ils ont des difficultés financières. Et donc, ce système doit être encouragé, sinon on aura progressivement de l'information uniquement par les réseaux sociaux. Et ça sera une information qui sera de peu de qualité, si j'ose dire. Tu parles du football, coup de chaud sur la planète média, la marque Ligue 1, ça c'est quelque chose qui te tient à cœur. Ça y est, la chaîne LFP a trouvé sa voie, j'allais dire. Le foot, c'est aussi les territoires. Tu commençais à en parler avec Bordeaux, c'est un attachement. Ah ben, on vit de ça. Le football, c'est d'abord la marque d'un territoire. Moi, je me souviens quand on était au Girondin de Bordeaux, le combat entre Marseille et Bordeaux, chacun défendant son territoire, pendant 40 ans, Marseille n'a jamais gagné à Bordeaux. Malheureusement, depuis qu'on est parti, le cycle s'est interrompu. C'était la plus grosse affiche pour nous, Bordeaux-Marseille, parce que quand on a perdu à Marseille, souvent, mais ils n'ont jamais gagné à Bordeaux, en tous les cas de mon temps, ils n'ont jamais gagné. Voilà. Et donc, c'est effectivement la défense des territoires, c'est ce qui fait l'essence même des clubs de football, et donc, pour des raisons multiples, moi, je suis arrivé il y a 2 mois à la LFP. On a décidé donc de monter une chaîne qui sera proposée aux abonnés, qui sera la propriété des clubs, c'est ça la différence, propriété des clubs, pour proposer les matchs de Ligue 1. Il y aura 8 matchs sur 9, puisqu'on en avait vendu un qui est encore sous droit chez Bein pendant 2 ans. Et l'année prochaine, on aura 9 matchs sur 9 de la Ligue 1. Donc l'exclusivité de la Ligue 1, il faudra un abonnement qu'on a fixé à 14,99 € avec des promotions, et notamment pour les moins de 26 ans. Voilà, donc c'est un challenge intéressant. C'est compliqué parce qu'il a fallu aller très très vite face à des défaillances, face à des négos qui n'ont pas abouti avec certains groupes. Et donc on va lancer cette chaîne, j'espère en temps et en heure, pour le premier match de la saison qui sera sur le week-end du 15 août. Coup de chaud sur la planète média, Nicolas, c'est aussi cette réforme de l'audiovisuel, ton regard par rapport à ça? La réforme de l'audiovisuel, ce qui est terrible, si vous voulez, entre nous soit dit, c'est qu'il y a une loi qui a été proposée par un sénateur, le sénateur Lafont, une proposition de loi qui a été d'ailleurs votée au Sénat, qui avait deux titres, un titre public et un titre privé. Et le titre privé était assez bien orienté, il y avait un certain nombre d'allègements, il y avait un certain nombre de dispositions un peu libérales. Bon. Et comme par hasard, le titre 2 disparaît. Voilà. Donc on n'a plus que le titre 1. Donc moi, je ne me prononce pas de savoir s'il faut une holding, une sous-holding, une holding d'à côté, une holding au milieu, etc. S'il faut remplacer madame par monsieur, monsieur par madame. Le service public a quand même le chic pour se faire des réformes tous les 5 ans. Voilà. Nous, on ne demande pas de réforme tous les 5 ans de la gouvernance. On demande simplement les chaînes commerciales, privées. On demande simplement qu'on ait un cadre, avec les exemples que je vous donnais, un cadre de travail qui soit un peu plus souple que combien de films vous avez le droit de mettre, est-ce que vous avez le droit de produire des séries tout seul ou vous devez le faire avec un producteur. Bon, il y a tout un tas de dispositions très techniques qui étaient incluses dans ce titre 2 et selon toute vraisemblance, ce titre 2 va disparaître et on va voter que sur une réforme du secteur public. Donc encore une fois, moi je ne veux absolument pas critiquer, je dis simplement que les réformes de gouvernance, ça m'a toujours paru un peu éloigné de nos objectifs. Quand tu regardes, avant de vous laisser la parole,
dans le rétroviseur, tes grandes fiertés, Nicolas, tu ne t'arrêtes jamais, hein, puisqu'il y a le foot, il y a CMA-CGM, il y a toute cette aventure M6. Qu'est-ce que tu retiens? Il y a deux points il y avait cette fusion M6 TF1, et là on voit que TF1 va signer avec Netflix. Qu'est-ce que tu retiens de ces années? Alors, sur la remarque TF1 Netflix, donc le plus grand diffuseur français va s'allier au plus grand diffuseur américain, enfin international en streaming. Pour moi, c'est vraiment la signature de l'échec. C'est-à-dire qu'on a proposé au pouvoir public, c'est pas facile de se mettre d'accord avec son concurrent. Hein. Et puis, vous savez, on est tous les matins, on regarde les audiences de TF1, on regarde les audiences de M6, on dit là on les a battus, là on a perdu. On les avait etc. dans l'ascenseur, hein, M6. Hein, ouais. Voilà. Non mais on est dans le combat. Hein. Je veux dire, c'est Bordeaux-Marseille, hein, ou Paris-Marseille aujourd'hui. Hein. Bon. Et donc on est dans le combat permanent. Donc que ce soit les actionnaires, ou que ce soit les managers, ou que ce soit les équipes, d'arriver à avoir un consensus pour fusionner ces deux sociétés. C'est un travail qui a été formidablement fait. Moi, j'ai eu un avis unanime, sans expertise, de mon CSE, qui avait compris l'intérêt de cette fusion. Or, il savait que dans une fusion, il y a des emplois qui disparaissent, il y a des gens qui s'interrogent. C'est pas facile de mener une fusion. Et surtout avec son grand compétiteur. Et tous les gens ont adhéré à cette fusion. Voilà. Tous les personnels... Donc on était assez fiers de ça. On a travaillé comme des chiens pendant 2 ans pour mener à bien ce projet. Et l'autorité de concurrence a jugé que c'était... On a prévu, on leur a dit ce qu'allait se passer avec les plateformes internationales, avec les réseaux sociaux, qui allaient progressivement envahir le paysage médiatique français. On a tout décrit. On a dit non, mais vous, la télé, c'est une chose, les réseaux sociaux et les plateformes, c'en est une autre. Donc il y a à circuler, il n'y a rien à voir. Or, aujourd'hui, Amazon fait de l'information, Netflix passe du sport, nous, on fait la même chose en fiction. Les deux mondes, Netflix avait dit, je ferai jamais de publicité, maintenant il y a un abonnement avec de la publicité. Les deux mondes se rassemblent. Nous, on a fait M6+, TF1 a fait TF1+, en streaming, y compris avec un abonnement sans publicité. Donc, vous voyez que les deux mondes se resserrent. C'est pas, je veux dire, il faut pas être grand clair pour le montrer. Bon, t'as l'impression que face à toi, t'as des gens qui sont déconnectés de la réalité. Hein. Alors, sauf que nous, on a en face de nous des acteurs internationaux qui ont le monde entier sur leur truc pour des phénomènes de langue, des phénomènes de puissance, des phénomènes de studios américains d'autrefois, etc. Et nous, on a nos petits bras en France pour lutter contre ça. M6, c'est une petite affaire hein, par rapport à l'échelle mondiale des Netflix ou autres. Donc ce move qui était de dire on va faire un acteur national privé puissant, ce qu'ils essayent de faire sur le service public, d'ailleurs, avec l'argent public, nous, on va le faire. On ne vous demande pas d'argent, on va se regrouper, et on va essayer avec nos petits bras d'être un peu plus forts, et on fait fi de nos problèmes de concurrence. Bon. On prend des engagements en plus, hein, on prend des engagements assez forts. On travaille pendant 2 ans, on dépense des fortunes en frais d'avocat, en études économiques, etc., pour soumettre toutes ces décisions, d'une part à l'ARCOM et d'autre part à l'autorité de concurrence. Et refus en disant non, il n'y a pas de remède possible, on verra plus tard, mais c'est pas possible. Bon, le plus tard, il est tard. Voilà, c'est la seule chose que je peux dire. Je n'ai même pas d'échéancier. Puis après, il faut remettre autour de la table les actionnaires. Entre-temps, on est redevenu concurrent. Enfin bon, c'est compliqué hein, de refaire une fusion avortée. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait TF1 Moi, je ne reproche pas. Il s'est défendu. Il s'est associé avec un Américain. Voilà. Puis il a fait entrer le loup dans la bergerie. Hein. Alors, oui, il était déjà rentré. Hein. La porte était déjà ouverte. Hein. Non, mais là, les deux battants. Donc, mais moi, je ne critique pas du tout parce qu'il défend son entreprise. Tu aurais fait la même chose à sa place Oui, probablement. Enfin, je pense que mon successeur va faire des mouvements du même ordre. Donc, c'est vraiment... Enfin, c'est pour moi vraiment une déchirure que de ne pas avoir pu mener à bien ce projet, convaincre les autorités de le faire. Et surtout, il faut que ça serve de leçon, parce que c'est vrai dans notre secteur, mais c'est vrai dans beaucoup d'autres secteurs. On ouvre la porte à la concurrence internationale. On voit d'ailleurs... La porte, on la reprend dans la figure en sens inverse, hein, parce que les droits de douane, c'est pas nous qui les avons inventés. Hein, bon. Et en contrepartie,
les autorités européennes, parce que c'est pas simplement français, hein, européennes et françaises, interdisent les regroupements ou de rassembler nos forces sur le plan européen. C'est vraiment une déchirure pour moi de ne pas avoir, dans les médias, avoir réussi ce projet. Je pense que la fierté, tu nous disais tout à l'heure au début de notre entretien, 50 personnes au départ, 2000 à la fin, avec cette fierté, cet engouement pour M6, et puis les Français qui aiment cette chaîne et ce groupe. Là, les choses qui sont agréables, c'est d'abord d'avoir une bonne équipe. Il y a une équipe, la transition s'est passée très bien avec mon successeur, il n'y a pas eu de heurts, il y a une équipe qui est restée, il y a une équipe qui est compétente, hein, qui est bien constituée, les gens s'entendent bien. Moi, j'ai passé 37 ans avec mon patron des programmes, Thomas Valentin. On n'a jamais une feuille de papier à cigarette entre nous. Pendant 37 ans, c'est rare. Je disais, je vous vois plus souvent que ma femme. On se vous voit d'ailleurs, on ne s'est jamais tutoyé. Ça, c'est la posture du leader que tu avais. C'est important aussi de partager le leadership. Hein. Ah oui, mais il était leader dans la définition des programmes. Et puis je lui faisais une confiance totale. Il y avait une confiance réciproque. Quelquefois, on n'était pas d'accord. On réglait. Je peux vous raconter une anecdote. C'est intéressant, il n'y avait pas de jalousie. Raconte cette et puis, si vous voulez, moi je pense que quand vous dirigez une entreprise, il faut quand même montrer une complicité avec ceux avec qui vous dirigez. C'est pas parce que vous êtes le premier qu'il faut... voilà. Et Valentin était aussi important que moi dans la réussite du projet. Je peux vous raconter une anecdote de Monsieur Dubrul et Pélisson qui ont fondé le groupe Accor. Bon, les fondateurs du groupe Accor. Un jour, ils avaient un bureau commun. Et puis il y a un collaborateur qui rentre dans le bureau et qui les voit à quatre pattes en train de jouer au dé. Alors, ils étaient à quatre pattes dans le bureau. Mais qu'est-ce que vous faites? Un peu surpris, il dit, chut, on prend une décision importante. Et ils avaient dit qu'ils ne se feraient jamais arbitrer par l'extérieur, et s'ils n'étaient pas d'accord, ils tiraient au sort. Voilà. Et je trouve ça une belle anecdote parce que ça montre que la communauté dans l'entreprise... Moi, je suis un militant absolument farouche de l'entreprise. Pas forcément l'entreprise publique, hein, mais en tous les cas, en tant qu'entrepreneur, moi j'ai eu la chance et... C'est pas parce que souvent on confond le capital et l'entreprise. C'est pas parce que vous n'êtes pas propriétaire de... Moi, je suis propriétaire de rien. J'ai eu quelques actions par mes actionnaires, mais je n'étais propriétaire de rien. Bon. Et c'est pas parce que vous n'êtes pas propriétaire que vous ne vous sentez pas entrepreneur. Ça, je pense qu'il y a une grande différence entre le capital et l'entreprise. Et il y a des tas de formes. Vous êtes forme associative. Il y a des tas de formes qui ne sont pas des formes capitalistes au sens propre, et dans lesquelles on peut se sentir entrepreneur. Voilà. Et moi, je me suis toujours senti entrepreneur dans cette... Et là, à la Ligue de football, c'est une délégation de service public, hein, la Ligue, par la fédération. D'ailleurs, ils vont changer la gouvernance, etc. Mais dans la Ligue, avec l'équipe là qui m'entoure, moi je me sens entrepreneur pour aller faire cette chaîne, tenter de la réussir, vendre des abonnements, faire plaisir au public pour avoir les meilleurs présentateurs, monter le projet. D'ailleurs, ça me fait revivre 36 ans en arrière, hein, de monter. Bon, j'espère qu'on va réussir, mais et pourtant c'est une délégation de service public au sens strict, hein, l'organisation du championnat de France de football. Voilà, donc je pense qu'il faut donner cette envie d'entrepreneur aux plus jeunes. Et moi, j'en ai beaucoup qui nous ont quittés, beaucoup, et qui sont devenus, qui ont pris des responsabilités dans les groupes, qu'on retrouve comme concurrents même, et de créer un peu cette communauté autour d'M6. Voilà, les territoires de vie de Nicolas Taverneau. Super, Nicolas, merci mille fois. Qui a allez, peut-être Nicolas va rester avec nous pour la pause. Qui a une ou deux questions à poser? Qui a envie d'échanger avec Nicolas là? Voilà, alors on va te laisser un micro. Est-ce qu'on peut donner un micro à Sylvia, s'il vous plaît? Ou on va t'écouter, Sylvia, vas-y, dis-nous. On t'entend. Si on a l'impression d'avoir marqué le territoire des médias. Oui, et ton territoire est lequel? Ouais, enfin, il y a plusieurs choses. C'est que, on a marqué le territoire dans la mesure où le groupe existe et le groupe, en tous les cas, je parle du groupe M6, hein, là, actuellement, le groupe, il a challenger des situations qui étaient beaucoup plus faciles chez un certain nombre de nos compétiteurs. Bon, voilà. Donc ça, de ce point de vue-là, on a... Et je pense
que je dis très souvent, nous ne sommes pas une privatisation. Donc je pense qu'on a donné un exemple de création en termes d'entreprise qui a été un peu original et pour lequel pas mal de jeunes se sont inspirés pour aller monter leurs affaires. Voilà. C'est ça, c'est dans ce cadre-là qu'on a fait un territoire. À titre personnel, oui, si vous voulez, d'abord, si vous voulez, quand vous faites un média, les gens ne le pensent pas forcément, vous avez une responsabilité un peu différente que... Enfin, tout le monde a des responsabilités dans ses métiers, hein, je ne veux pas dire par là, mais lorsque vous avez la chance de vous adresser au grand public, que tous les soirs, vous avez quelques millions de personnes qui vous regardent, vous avez une responsabilité. Et cette responsabilité, ne croyez pas qu'elle n'est pas intégrée. On l'assume pas toujours. Moi, ce matin, j'ai regardé BFM, j'ai appelé chez BFM pour dire ce que je trouvais qu'elle allait bien et ce que je trouvais qu'elle allait pas bien. Oui. Bon. Alors, il y a le fond. Ce matin, c'était la forme. J'ai dit quand même, vous pourriez mettre les commentateurs, vous pourriez quand même les habiller. Ils ne sont pas à la plage. Bon, ça c'était ma réflexion du matin. Elle n'était pas très forte. Bon, voilà. Donc cette responsabilité, elle est intéressante parce que vous vous dites au bout de 35 ans, est-ce que j'ai fait progresser ou pas ? Est-ce que j'ai fait correctement les choses? Je vous parlais du loft. Moi, ça m'a posé beaucoup de problèmes pendant 1 an avant de prendre la décision de le faire. Bon, on m'a posé des problèmes un peu avec tout le monde. Moi, ils avaient peinturluré en bas de chez moi la télévision poubelle, des gars qui me serraient pas la main dans les trucs. Ça a été une période un peu... Quand on voit ce qu'on fait aujourd'hui, c'est une bluette. Bon. Voilà, donc cette responsabilité, alors c'est vrai, beaucoup vrai dans le domaine de l'information. Aujourd'hui, c'est pour ça que ça m'intéresse, BFM, RMC, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'on peut faire. C'est vraiment un sujet passionnant d'ailleurs, les chaînes d'infos, parce que, juste un mot là-dessus, parce que je pense que si on faisait une chaîne d'opinion, on gagnerait, on serait première chaîne. Comme CNews. Voilà. Donc une chaîne d'opinion, c'est-à-dire une chaîne marquée, voilà, une chaîne de débat marquée, on gagnerait. Pourquoi ? Parce que le public est plutôt âgé dans les chaînes type info, et quand vous faites le public âgé plus conservateur que le public jeune... Ouais, tu vas dans le sens du vent. Et donc, il suffit de faire des débats, disons, un peu longs sur des thèmes qui sont réels, mais dans lesquels vous mettez l'accent, et là, vous gagnez. Bon. Nous, le projet de M. Saadé n'était pas celui-là, c'était de faire une chaîne d'actualité, ce qui est assez différent. Donc une chaîne d'actualité. Quand l'actualité est forte, on gagne. L'élection du pape, les inondations, toujours première chaîne. Ça, quand l'actualité est moins forte, c'est l'opinion qui revient à la charge. Et à ce moment-là, on perd. Enfin, disons, on n'est pas le premier, en tout cas. On n'est pas le premier. Voilà. Donc, c'est intéressant comme cas de figure. C'est comment défendre une chaîne d'actualité dans un environnement qui est compliqué. C'est pour ça que j'en veux beaucoup à l'Arcom, qui a changé les numéros, parce que c'était un coup de pouce formidable qu'ils ont donné à notre compétiteur LCI. Ils ont quand même gonflé. Et ils ont donné le numéro historique de BFM, ils l'ont donné à LCI. Quand même fort. Alors que LCI TF1 n'avait pas cru aux chaînes d'infos. Ensuite, ils l'ont mis sur le câble. Et puis ensuite, ils l'ont mis en TNT. Puis elle était payante. Puis elle est devenue gratuite. À chaque fois, il y a eu un coup de pouce pour les aider. BFM, je le dis d'autant plus que j'étais pas là, c'est Alain Veil qui a fondé BFM. BFM qui a eu l'idée de fonder une chaîne d'info, il se retrouve, allez, pousse-toi de là qu'on émette LCI. C'est quand même gros. Hein. Il n'y avait pas cru au début. Nicolas, il y a une question de Jean-Michel Garrigue. Jean-Michel, tu avais une question pour Nicolas. On parle beaucoup, on s'habille
c'est très simple. Hein. Je pense que l'homme et la femme sont faits pour travailler. Lorsqu'ils ont un travail intéressant, et c'est pas une question d'âge. Je pense qu'il y a des gens qui doivent s'arrêter plus tôt, voire à 50 ans, 55 ans, quand ils ont eu des métiers soit qui les intéressaient pas, soit qui étaient pénibles, soit qu'ils ont des pépins de santé, soit qu'ils ont des occupations familiales voilà. Donc chacun a sa situation personnelle. C'est la passion qui te meut. Et moi, j'aime bien travailler. Et surtout, alors je vais vous dire, la vraie raison pour laquelle moi j'ai fait ça, c'est que je veux rester en contact avec les jeunes. Voilà. Je veux pas être dans des associations de retraités. Voilà. Donc, non, mais voilà, il y en a qui sont très sympathiques, mais mon truc, c'est pas le bridge. Bon, et donc. Et d'ailleurs, tu vas pouvoir, Nicolas, en rencontrer, puisqu'il y a des étudiants de l'ISCPA qui vont me demander de faire une petite interview. Jean, et après on part en pause avec Nicolas. Tu avais une question à poser à Jean Lassalle qui interroge Nicolas de Taverneau. Oui, cher Nicolas de Taverneau, c'est vraiment un grand moment. Nous vivons tous ensemble. Tu lui donnes un micro. J'ai vécu l'aventure des Girondins de Bordeaux avec Bèze et Tapi. Vous aviez quand même trouvé ce qu'il fallait. Malheureusement, Bordeaux n'est plus là. Bon, je voulais simplement demander, à la lumière de ce que vous avez dit, qu'est-ce que vous conseilleriez à un jeune Jean Lassalle, très jeune, assez inutile finalement, pour fidéliser une forme d'information ou de regard sur ce qu'il peut faire. J'ai, en 3 événements, amené à Paris l'ensemble des médias et des experts du monde entier. Une fois, j'ai chanté sur Sarkozy au moment du lancement du Festival d'Avignon, c'était en 2003. Ayagon venait de nous sortir les intermittents du spectacle dont personne n'avait jamais entendu parler. Une deuxième fois, j'ai fait une grève de la faim. Une troisième fois, j'ai fait un tour de France de 6000 bornes, suivi d'ailleurs après d'un tour d'Europe à pied, lui. Et j'ai eu tous les médias pendant une période. Mais les faits finis, terminés. Plus rien. C'est-à-dire que j'ai essayé. On m'a dit, mais tu utilises des procédés qui ne sont pas conventionnels. Mais sont un peu conventionnels, je n'ai pas eu l'impression d'intéresser beaucoup. Quel conseil me donneriez-vous si j'avais aujourd'hui 21 ans? D'abord, je ne me permettrai pas de vous donner des conseils. J'ai l'impression que vous vous conseillez très bien vous-même. Donc ça, c'est ma première remarque. La deuxième remarque, c'est que vous savez, les gens aiment bien coller des étiquettes et qu'on est dans un marché, etc., qui fait qu'il faut qu'il y ait des faits saillants pour le meilleur et pour le pire, mais parfois c'est pour le meilleur. Et donc, vous avez des caractéristiques qui fait que ces caractéristiques, elles sont assez tendances, bon, voilà, si je puis me permettre. Bon. Et donc, gardez vos caractéristiques. Il ne faut pas que vous vous éloigniez trop de ce que... Enfin, c'est permettre ce petit conseil et vous êtes l'homme d'un territoire, donc vous exprimez bien mais je pense que les médias vont s'intéresser assez vite à vous. Je pense que ça va continuer. Je pense que ça va continuer. Vous n'avez pas besoin d'avoir 21 ans. Oui, pour que, voilà.